Je me souviens encore de ce soir-là. Quand j'ai claqué la porte de l'appartement de Mathilde. Mes valises à la main. Laissant derrière moi 8 années d'un amour caché qui m'avait consumé. Tu n'es qu'une lâche. Mathilde. Ai-je hurlé? Ma voix se brisant comme du verre sous l'émotion. Tandis que ses yeux sombres que j'adorais, se remplissaient de larmes silencieuses. Et pourtant, en descendant les escaliers en spirale de cet immeuble haussmannien, mon cœur battait la chamade, déchiré entre la rage et un amour qui refusait de s'éteindre. Tout avait commencé il y a 8 ans, dans les rues animées de Paris, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. J'étais Émilie Moreau. Une jeune graphiste de 27 ans, fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts, cherchant désespérément un emploi stable dans un monde où la créativité rimait souvent avec précarité. Mathilde Duval. Elle était déjà une figure montante du milieu créatif parisien, directrice artistique chez une agence de publicité renommée. Avec son charisme espagnol hérité de sa mère andalouse, qui lui conférait une aura passionnée et imprévisible. Ses origines hispaniques, son père français. Sa mère venue de Séville imprégnait son style, des campagnes publicitaires flamboyantes. Inspirées des fêtes andalouses. Des couleurs vives et des émotions exacerbées. Ce soir-là, nos regards se croisèrent au milieu d'une foule élégante. Elle portait une robe noire ajustée. Ses cheveux noirs coupés courts soulignant son visage anguleux. Et moi, dans ma tenue simple mais soignée, je me sentais insignifiante. Pourtant, elle s'approcha. Un verre de champagne à la main. Votre portfolio est impressionnant. Émilie. J'ai vu vos croquis sur le site de l'école. Vous avez du feu dans vos lignes. Sa voix, avec cet accent subtil qui roulait les airs comme une danse flamenco, me fit frissonner. Nous parlâmes des heures. De Picasso à Almodovar. De la passion qui anime l'art. À la fin de la soirée, elle me proposa un stage non rémunéré dans son agence. J'acceptai sans hésiter, ignorant que ce serait le début d'une tempête émotionnelle. Les premiers mois furent un tourbillon. Mathilde était exigeante, presque tyrannique au travail. Elle corrigeait mes designs avec une précision chirurgicale, me poussant à mes limites. Émilie. Ce n'est pas assez. Il faut que ça brûle. Que ça vive, criait-elle lors des réunions. Ses mains gesticulant comme une taureau face au taureau. Mais en dehors du bureau, dans les cafés de Montmartre ou lors de promenades nocturnes le long de la Seine, elle se transformait. Nous partagions des confidences, elle me racontait son enfance partagée entre Paris et Séville. Les disputes familiales autour de son orientation sexuelle, qu'elle gardait secrète pour protéger sa carrière. Moi, orpheline de mère, élevée par un père distant, je lui ouvrais mon cœur sur mes doutes, mes rêves d'une vie libre. C'est lors d'un voyage professionnel à Cannes, pour le festival de la publicité, que tout bascula. Après une soirée arrosée, dans la suite d'hôtels surplombant la mer, nos lèvres se frôlèrent pour la première fois. Émilie. Tu es ma muse, murmura-t-elle, ses doigts effleurant ma joue. Ce baiser fut comme une explosion de couleurs, un mélange de tendresse et de feu. Mais dès le lendemain, elle posa les règles, ça doit rester secret. Mon poste. Ma réputation. Tu comprends? J'acquiesçai. Naïve. Croyant que l'amour triompherait. 4 ans plus tard,
Elle me promut assistante personnelle. Officiellement. J'organisais son agenda. Gérais ses rendez-vous. L'accompagnais dans ses voyages. En réalité, c'était une couverture pour notre liaison. Nous passions des nuits entières dans des hôtels discrets, à nous aimer avec une passion qui rappelait les tragédies espagnoles. Mathilde, avec son tempérament fougueux, alternait entre déclarations enflammées et silence pesant. Elle me promettait un avenir ensemble, mais repoussait toujours le moment de l'avouer publiquement. Bientôt, mi amor, disait-elle, mêlant français et espagnol dans ses murmures. Pourtant, les fissures apparurent vite. Au bureau, elle me traitait avec une distance professionnelle qui me blessait. Lors d'une réunion importante, elle critiqua publiquement un de mes idées, me rabaissant devant l'équipe. Émilie. Ce n'est pas à la hauteur, lança-t-elle, ses yeux évitant les miens. Le soir, elle s'excusa en larmes, c'est pour nous protéger. Si on soupçonne quelque chose. Mais la douleur s'accumulait. J'appris par hasard qu'elle avait eu une brève aventure avec une collègue avant moi. Une histoire qu'elle avait niée. Le doute s'insinua, étais-je juste une commodité? Un soir, lors d'une fête d'entreprise, je la vis flirter ouvertement avec un client influent. Un homme charismatique. Jalouse. Je l'affrontai dans les toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Mathilde? Tu joues à quoi? Elle rit nerveusement, c'est du networking. Rien de plus. Tu es paranoïaque. Mais ces mots sonnaient faux. Cette nuit-là, notre étreinte fut marquée par une urgence désespérée. Comme si nous sentions la fin approcher. Les conflits s'intensifièrent. Mathilde, sous pression pour une grosse campagne, devint irritable. Elle m'accusa d'être trop possessive, de ne pas comprendre les exigences de son monde. Tu n'es pas dans ma position? Émilie. J'ai tout à perdre. Moi. Je me sentais piégée. Invisible. Un jour, je découvris un email, elle discutait d'un poste à Madrid. Sans m'en parler. Une nouvelle vie. Peut-être. Écrivait-elle à une amie. Le choc fut immense. Était-ce une fuite? La confrontation eut lieu dans notre appartement secret. Un petit studio près de la Bastille que nous louions sous un faux nom. Tu pars en Espagne sans moi, hurlai-je, brandissant son ordinateur. Mathilde blêmit. Ses traits se durcissant comme ceux d'une statue antique. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est une opportunité professionnelle. Mais ses yeux fuyants trahissaient le mensonge. Nous nous disputâmes des heures. Des mots acérés volant comme des poignards. Tu m'as utilisé. Mathilde. 8 ans de ma vie pourquoi? Pour être ton secret honteux? Elle pleura. S'effondrant sur le canapé, je t'aime? Émilie. Mais ma famille. Ils ne comprendraient pas. Et le travail. Sa famille, voilà le nœud du problème. Mathilde. Élevée dans une tradition catholique stricte par sa mère espagnole, portait en elle un conflit intérieur dévorant. À Séville. Lors de vacances familiales auxquelles je n'étais pas invitée. Elle jouait la fille parfaite. Hétérosexuelle. Ambitieuse. Ils attendent que je me marie. Que j'ai des enfants. M'avait-elle confié un jour? La voix tremblante. Moi. Athée et libérée.
Je ne comprenais pas ce fardeau. Sors du placard. Mathilde. Vis pour toi. Mais elle reculait, terrorisée par le rejet. Un soir, après une réconciliation passionnée, elle me raconta son passé. À 18 ans, elle avait aimé une fille en secret, une danseuse flamenco à Séville. Leur histoire s'était terminée en drame quand la famille l'avait découverte, menaces, prières, exil à Paris. J'ai juré de ne plus faire souffrir personne, murmura-t-elle. Cela expliquait sa prudence, mais aussi sa lâcheté. Je compatissais, mais la frustration grandissait. Et moi? Dans tout ça? Je souffre déjà. Les mois suivants furent un rollercoaster émotionnel. Au travail, nous maintenions les apparences, mais les tensions explosaient en privé. Lors d'un voyage à Lyon pour un shooting, elle annula notre dîner romantique pour un rendez-vous professionnel avec une ancienne amante. Je l'appris par un message mal effacé. Furieuse, je rentrai à Paris seule, laissant un mot: trouve-toi une autre assistante et une autre idiote. Elle me rappela en panique, jurant que c'était innocent. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était ébréchée. Puis vint le scandale. Un collègue, jaloux de ma promotion, répandit des rumeurs sur notre relation. Émilie est plus qu'une assistante, chuchotait-on dans les couloirs. Mathilde, paniquée, me demanda de démissionner temporairement. Pour calmer les choses, j'explosa: tu me sacrifies pour sauver ta peau. Elle nia. Mais ses actions parlaient. Je refusai, menaçant de tout révéler. Si tu le fais, c'est fini entre nous, répliqua-t-elle froidement. Ce fut le début de la fin. Nos disputes devinrent violentes verbalement. Des accusations de manipulation fusant. Mathilde m'accusa d'être égoïste, de ne pas comprendre ses peurs culturelles, ce mélange franco-espagnol qui la déchirait. En Espagne, on ne vit pas comme ça. La famille est tout. Moi, je la traitais de hypocrite, rappelant ses promesses non tenues. Un soir, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, elle admit avoir envisagé un mariage de convenance avec un ami gay pour apaiser sa mère. Juste pour les apparences. Je me sentis trahi au plus profond. Pourtant, l'amour persistait, tenace comme une vigne. Lors d'une nuit d'insomnie, elle me serra dans ses bras: Émilie, tu es mon soleil. Sans toi, je suis perdue. Nous pleurâmes ensemble, évoquant des souvenirs, nos escapades à Deauville, où nous marchions main dans la main sur la plage. Loin des regards, nos danses improvisées sur du flamenco dans le salon. Mais la réalité rattrapait toujours. Le point de non-retour arriva lors d'une visite surprise de sa mère à Paris. Mathilde, affolée, me présenta comme juste une collègue. Sa mère, une femme aux traits fiers, aux cheveux grisonnants noués en chignon, scruta mon regard avec suspicion. Tu passes trop de temps au travail, ma fille. Trouve un bon mari. Mathilde rit nerveusement, évitant mon regard. Humiliée, je partis sans un mot. Ce soir-là, je décidai de tout arrêter. 8 ans d'amour clandestin m'avaient usé. J'emballai mes affaires, laissant une lettre: je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre.
En claquant la porte, je sentis mon monde s'effondrer. Les semaines suivantes furent un enfer. Je démissionnai de l'agence, prétextant un burn-out, et me réfugiai chez une amie à Bordeaux. Mathilde m'appela sans cesse, laissant des messages déchirants. « Reviens, Émilie. Je ne peux pas sans toi. » Mais je tins bon, bloquant son numéro. Pour la première fois, je me confrontais à moi-même. Pourquoi avais-je accepté cette vie cachée si longtemps? Était-ce de l'amour ou de la dépendance? À Bordeaux, au milieu des vignobles, je repris le dessin, créant des illustrations inspirées de notre histoire, des femmes enlacées dans l'ombre, des cœurs brisés sur fond de flamenco. Cela me thérapeutisa, me rappelant ma propre force. Un soir, en marchant le long de la Garonne, je rencontrai Sophie, une galeriste lesbienne assumée, qui admira mon travail. « Tu as du talent, Émilie. Et du courage. » Ces mots me réchauffèrent. Mais mon cœur appartenait encore à Mathilde. De son côté, Mathilde sombra. Des amis communs me rapportèrent qu'elle annulait des réunions. Errait comme une âme en peine. Elle posta sur les réseaux une photo cryptique, une rose fanée avec la légende « Perdida, perdue » en espagnol. Je faillis craquer. Mais la colère me retenait. Puis vint la nouvelle choc, sa mère avait eu un accident à Séville. Une chute qui la cloua au lit. Mathilde partit en urgence. Seule. Inquiète malgré moi. Je l'appelai. « Comment va-t-elle » demandai-je d'une voix tremblante. Mathilde pleura au téléphone, mal. « Et sans toi ? C'est pire. » Elle me supplia de venir. Contre toute raison, j'acceptai, prenant le premier avion pour Séville. L'Andalousie m'accueillit avec sa chaleur étouffante. Ses rues parfumées au jasmin. Ses patios ombragés. À l'hôpital, je vis Mathilde épuisée, veillant sa mère qui dormait. « Merci d'être venue, » murmura-t-elle, m'embrassant discrètement. Mais la tension était palpable. Sa mère, éveillée, me reconnut, la collègue de Paris. Mathilde hésita. Puis, dans un moment de courage inattendu, prit ma main. Maman. Émilie est plus qu'une collègue. C'est ma compagne. Le silence fut assourdissant. Sa mère, les yeux écarquillés, éclata en sanglots. Comment as-tu pu me cacher ça? Je t'aime. Ma fille. Mais ça, c'est contre Dieu. La dispute qui suivit fut dévastatrice. La mère accusa Mathilde d'être influencée par la France décadente, invoquant la tradition, la famille. Mathilde, déchirée, défendit notre amour avec une ferveur que je ne lui connaissais pas. Je l'aime, maman. Plus que tout. Mais la vieille femme, blessée, la rejeta, sors d'ici avec ton péché. Nous partîmes. Mathilde en larmes, moi la soutenant. À Séville, dans un hôtel modeste, nous passâmes des nuits à parler. Mathilde avoua ses peurs profondes, le rejet familial, la perte de son identité culturelle. En Espagne, on vit pour les autres. À Paris, j'ai cru pouvoir être libre, mais le passé me hante. Je compatis. Partageant mes propres doutes, j'ai sacrifié ma dignité pour toi.
Nous nous réconciliâmes lentement. Nos étreintes chargées d'une tendresse nouvelle. Pourtant, le retour à Paris apporta de nouveaux tourments. L'agence, informée des rumeurs, mit Mathilde sous pression. Un ultimatum, nier publiquement ou démissionner. Elle choisit de nier. Publiant un communiqué, ma vie privée reste privée. Cela me brisa. Tu recommences, hurlai-je. Elle pleura, c'est pour nous protéger. Mais c'était une trahison. Le climax arriva lors d'une exposition où j'exposais mes œuvres. Mathilde y vint. Élégante mais fragile. Devant une foule, elle s'approcha de moi et, d'une voix forte, déclara, Émilie. Je t'aime. Et je suis fière de le dire. Un baiser public scella l'instant. La salle murmura. Mais pour nous, c'était la libération. Les répercussions furent immédiates et brutales. L'agence licencia Mathilde pour un conflit d'intérêts. Sa mère coupa les ponts. Envoyant une lettre acerbe, tu as choisi le vice sur la famille. Des amis la lâchèrent. Invoquant des valeurs traditionnelles. Mathilde, dévastée, s'effondra dans mes bras. Que fais? Je la soutins. Mais intérieurement, je doutais, était-ce trop tard? Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Montparnasse. Loin du faste. Mathilde, sans emploi, se tourna vers l'art indépendant, créant des pièces inspirées de son héritage espagnol, des toiles flamboyantes mêlant amour lesbien et folklore andalou. Moi, avec ma galerie naissante, je l'aidais. Nos journées étaient rythmées par des discussions profondes, des rires partagés, des promenades main dans la main sans peur. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, un appel de Séville, sa mère, affaiblie, demandait à la voir. Mathilde hésita, terrorisée. Et si elle me rejette encore? Je l'encourageai, affronte-la. Pour toi. Elle partit seule, me laissant dans l'angoisse. À son retour, elle était transformée. Maman a pleuré. Elle a dit qu'elle m'aimait. Malgré tout. Ça prendra du temps. Mais il y a de l'espoir. Ce fut un tournant. Mathilde, libérée d'un poids, s'ouvrit enfin. Nous voyageâmes en Espagne ensemble, visitant Séville discrètement. Là, elle me montra les endroits de son enfance, la plaza de España, où elle avait dansé petite, les ruelles où elle avait rêvé d'amour libre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Mathilde lutta contre la dépression, hantée par les pertes. J'ai tout sacrifié pour toi, murmura-t-elle un soir. Je répondis, et moi pour toi. C'est ça. L'amour. Nos conflits. Moins violents. Portaient sur l'avenir, enfant? Mariage? Elle, influencée par sa culture, craignait l'inconnu. Moi, je poussais pour l'engagement. Un jour, lors d'une fête LGBT à Paris, elle me surprit en me demandant en mariage devant nos amis. Émilie, veux-tu être ma femme? Les larmes aux yeux. J'acceptai. Ce fut un moment de joie pure, mais teinté de mélancolie pour les années perdues. Les préparatifs furent un mélange d'euphorie et de tension. Sa mère, réconciliée partiellement, envoya un cadeau,
Une mantille espagnole, symbole de tradition. Porte-la pour moi, écrivit-elle. Mathilde pleura de gratitude. Le mariage eut lieu dans un jardin parisien, sous un soleil printanier. Vêtus de blanc, nous échangeâmes des vœux émouvants. Tu m'as appris à être courageuse, dit Mathilde. Et toi? À aimer sans limite, répondis-je. Sa mère, présente via vidéo, bénit l'union avec réticence, mais sincérité. Pourtant, le passé ressurgit. Un ancien collègue publia un article diffamant, accusant Mathilde de népotisme. La presse s'empara de l'histoire, créant un scandale. Mathilde, fragilisée, douta, était-ce une erreur? Je la rassurai, non. C'était nécessaire. Au fil des mois, nous construisîmes une vie stable. Mathilde lança sa propre agence, inclusive et créative, inspirée de nos épreuves. Moi, je devins sa partenaire professionnelle et personnelle. Nos nuits étaient sereines, nos jours productifs. Mais un secret enfoui refit surface. Mathilde avoua avoir eu une liaison brève pendant notre séparation, avec une femme à Séville. C'était de la peine, pas de l'amour. Le choc fut immense. Une trahison rétroactive. Comment as-tu pu, hurlai-je. Elle pleura, j'étais perdu sans toi. La révélation menaça tout. Je me sentis trahi. Questionnant 8 années de fidélité supposée. Était-ce toujours un mensonge? Mathilde jura que non, expliquant son désespoir lors de ma fuite. Je t'ai cherché en elle, mais c'était vide. Nous passâmes des nuits à débattre, à pleurer, à nous réconcilier. La thérapie de couple nous aida, explorant nos blessures, son conflit culturel, ma peur de l'abandon. Finalement, le pardon vint, non comme une absolution, mais comme une acceptation. Nous sommes humaines, imparfaites, dis-je. Mathilde, reconnaissante, promit transparence absolue. Notre amour, forgé dans le feu, en sortit plus fort. Des années plus tard, nous adoptâmes une petite fille, Luna, un hommage à la lune espagnole. Mathilde, mère aimante, lui transmit son héritage, des histoires de Séville, des danses flamenco. Sa propre mère, adoucie par le temps, vint nous visiter, embrassant Luna avec tendresse. La famille évolue, murmura-t-elle. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière avec un mélange de douleur et de gratitude. Notre histoire, pleine de conflits, de secrets et de choix déchirants, nous a menés à une vie authentique. Mathilde, ma femme, mon amour, reste passionnée, avec son tempérament espagnol qui allume nos jours. Dans les rues de Paris, main dans la main, nous marchons libres. Les épreuves nous ont rendues plus fortes, plus humaines. L'amour, vrai et profond, triomphe des ombres.